Donc Laurent, que vous avez déjà vu hier, hein, donc il ne va pas se représenter. Et là maintenant, on a vu que toutes ces mesures-là, on peut les exploiter et on peut effectivement se demander qu'est-ce qui va se passer. Euh, bon, déjà, je veux remercier Nicolas et je dois m'excuser parce que, en fait, j'ai réalisé qu'hier soir qu'il parlait avant moi. Et je ne savais pas ce qu'il allait dire. Je savais qu'il allait parler des marées ou pas. Le fait que hier soir, j'ai recommencé, j'ai complètement modifié. J'avais absolument pas le temps de traiter tout ce que je voulais sur l'ensemble du fonctionnement des marées, l'évolution, etc. Donc j'étais ravi que Nicolas présente tout ça, mais du coup, je ne savais pas jusqu'où il irait. Et donc, la présentation, elle est un petit peu pagaille. Ça m'a donné un peu plus de temps pour parler sur les conséquences de la montée du niveau de la mer, et du coup j'ai récupéré des bouts de présentation de Nicolas de Gonéry Le Cosanet, qui est un chercheur du BRGM, qui est maintenant au Conseil breton, au Conseil pour le climat, excusez-moi, à Paris, et qui nous a fait une présentation là qui donne des éléments basés sur le rapport du GIEC. Donc c'est un peu injecté dans la présentation. Je n'ai pas toujours dit cette diapo vient de Gonéry, donc il faudra que j'arrange ça aussi. Bon, donc c'est un peu, ça peut être un peu pagayeux par certains moments, donc on va essayer de travailler comme on peut. Alors, déjà, moi, mon sujet de base, mon intérêt de base, hein, quand j'ai commencé à travailler sur le niveau de la mer, c'était avec une vision, je dirais, des temps longs, parce que j'ai fait ma thèse, en fait, sur les changements abrupts du climat du dernier glaciaire, et là-dedans, il y avait aussi les variations au niveau de la mer qui étaient enregistrées par les récifs coralliens. Donc là, ici, c'est un papier que j'ai fait avec une de mes postdocs, où on voit sur la droite les niveaux de la mer tels qu'on les a construits de façon la plus précise possible pour les derniers 120 000 ans. Et puis à gauche, c'est une présentation de Miller qui regarde les échelles beaucoup plus longues, hein, c'est 65 millions d'années. Donc, vous aviez du laser ou je continue à travailler sur le crayon? Pardon. Donc là, on voit mon pointeur là. Ok. Donc pour les 60 millions d'années, vous voyez que le niveau de la mer, il a varié quand même pas mal, entre en gros plus 80 mètres. Ça recommence l'hypersensibilité. En gros, plus 80 mètres à certaines périodes, et puis en moyenne, avec sur les temps longs, moins 40. Donc en gros, le niveau de la mer qui sculpte, c'est le niveau de base de référence des rivières qui coulent, donc qui érodent. Donc c'est ça qui a sculpté un peu toutes nos régions littorales, ces oscillations sur les dernières dizaines de millions d'années, entre plus 80 mètres et moins 40, et c'est la zone où donc, qui a sculpté en gros nos paysages. Mais si on regarde maintenant nos paysages plus près de la mer, c'était sculpté à des vitesses beaucoup plus grandes, en particulier les rivières. Depuis plusieurs millions d'années, elles descendent. Le niveau de la mer, à cause de la formation des calottes de glace, permet au niveau de la mer de descendre pratiquement moins 100 mètres ou moins 120 mètres, hein, pour le dernier glaciaire. Et du coup, les rivières, elles ont rattrapé ce niveau-là, et ce qui fait que toutes les grandes rivières qui descendent vers l'océan, ils ont un niveau de base qui est à moins 120 mètres. Et puis, dès que le niveau de la mer remonte, en fait, les sédiments transportés depuis les continents ou le long des côtes s'accumulent dans les estuaires, et ça remonte le niveau de base, et le niveau de base maintenant est en gros adapté à ce qui se passait depuis 200-300 ans. C'est cette espèce de niveau moyen qu'on a sur la période récente, ce que je n'ai pas repris là, et qui est un peu le niveau de référence. Et maintenant, c'est évident qu'avec la montée actuelle, le niveau de la mer est monté de 20 cm là, depuis 100 ans, le niveau de base, il modifie lui aussi. J'aurais des tas de discussions à avoir avec Nicolas, parce que il mesure les niveaux de base par rapport au niveau zéro des marées.
marée. Et puis moi, je vais dans le golfe du Morbihan. Si on regarde le niveau IGN de nos cartes topographiques, il est en pente par rapport au niveau au CHOM. Hein, le niveau CHOM, le plus basse mer, il est presque 1 mètre plus haut dans le fond du golfe qu'à l'entrée du golfe. Donc ça pose des problèmes intéressants quand on ne fait pas attention au logiciel de référence et qu'on essaye de tracer des cartes où on met à la fois la bathymétrie et la topographie. Donc il y a des tas de problèmes derrière qui sont assez amusants. Mais enfin, c'est hors sujet pour aujourd'hui. Alors, le niveau de la mer, on le voit changer, hein, parce que par exemple, dans le golfe du Morbihan, on a les cromlechs qui ont 5000 ans, qui sont en grande partie sous l'eau. Et y compris aux marées les plus basses, qui fait qu'on sait que le niveau de la mer, comme ils n'ont pas été installés sous l'eau, on sait que le niveau de la mer, depuis 5000 ans, est monté de 5 mètres ou 6 mètres. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'en gros, il n'a pas beaucoup varié. Et ça, c'est un truc que Nicolas n'a pas évoqué du tout, c'est qu'en fait, sa station et chacun de ces jauges de marée, elle est sur un sol qui bouge. Et jusqu'à présent, on savait que le golfe du Morbihan, par exemple, s'affaisse. Hein, on disait des chiffres de 1 à 2 mm par an que ça fait. Donc ça fait 2 mètres en 1000 ans ou en 2000 ans, donc ça fait 4 mètres en 4000 ans. Hein, donc ça explique cette différence. Donc cet affaissement, alors on pensait comme ça que c'était à grande échelle, on liait ça en particulier à des réponses à ce qu'on appelle l'isostasie glaciaire, le fait qu'on accumule des carottes de glace en période glaciaire jusqu'au nord de l'Angleterre, là je vous l'ai dit, et donc on affaisse dans ces zones-là pendant la période glaciaire. Quand il y a le rebond glaciaire après la fonte des glaces, ça remonte sur l'Angleterre, la Norvège et ailleurs, et par contre ça descend au niveau de la Bretagne. Donc ça c'était la grande explication. Ce qu'il y a, c'est que l'année dernière, il y a Gonéry Le Cosanet et un de ses collègues, Rémi Thieblemont, ont montré en fait par altimétrie satellitaire très détaillée que en fait en quelques kilomètres, ça peut s'affaisser de 1 mm ou ça peut s'affaisser de 5 mm par an. Quand c'est 5 mm par an d'affaissement plus 4 mm par an de montée, ça fait par an, on a presque 1 cm de différence de niveau de la mer. Donc ça, ça aurait été intéressant de discuter ça avec Nicolas, parce que tous nos marégraphes, ils sont sur une terre qui bouge. Et ça, oui, vas-y. Il faut attendre un peu, oui. Oui, il faut qu'il chauffe. Effectivement, moi, j'ai pas mentionné les marégraphes que je vous ai présentés reposent sur le socle et donc mesurent également les effets du niveau de la mer qui monte, mais également les effets du mouvement verticaux de la croûte terrestre. Et donc, il y en a certains qui vont se surélever, d'autres qui vont au contraire s'affaisser. Et pour pallier cela, on a un programme avec le système SONEL, donc qui est réuni de laboratoires de recherche, le LIENS et puis le LEGOS à Toulouse et puis l'IGN et le CHOM. Donc en notre personne, on maîtrise un petit peu le sujet. Et donc on colocalise pour les observatoires marégraphiques les plus pertinents une antenne GNSS à l'observatoire marégraphique, ce qui permet comme ça d'avoir les mouvements verticaux des stations les plus emblématiques, les plus importantes. Et comme ça nous permet d'avoir une estimation de ces mouvements verticaux. Mais en tant que mesure, on va continuer à mesurer et à diffuser le niveau relatif du niveau de la mer tel qu'il est observé. Et puis après, du côté du LIENS, il y a des produits qui sont proposés avec le niveau absolu. Donc cette fois-ci, corriger des mouvements verticaux de la croûte terrestre. Et le réseau SONEL est labellisé centre mondial dans le cadre du programme GLOST. Et donc, il centralise toutes les données GNSS pour proposer des mouvements verticaux de la croûte terrestre, non plus seulement sur les marégraphes français, mais sur tous les marégraphes à travers le monde. Merci. Je pense que c'était important là, que tu puisses nous dire ça. Ok. Alors, donc, moi, je me place dans l'enjeu climat. Hein, c'est ma spécialité. Ici, c'est une représentation un peu, je dirais, artistique du réchauffement climatique depuis 1850, où on passe du bleu au rouge sombre jusqu'à la période actuelle, qui est
ici, et le réchauffement futur, suivant les scénarios du GIEC, qui nous amène en gros jusqu'à plus 5 degrés en 2100 et les scénarios les plus modestes, plus 2 degrés en 2100. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça me prendrait trop de temps, mais on sait qu'actuellement, on a beaucoup de mal on n'arrive pas à garder nos ambitions accord de Paris. Je pense que vous en avez parlé pas mal dans différentes discussions, malgré les efforts que font beaucoup de pays dans le monde, et on part vers ce qui est défini la traque au niveau national, qui est 4 degrés pour la France en fin de siècle, mais ça c'est encore une hypothèse. C'est-à-dire que tout va dépendre aussi comment les Chinois émettent, comment les Indiens émettent, comment les Américains vont se recommencer à émettre, etc. Donc actuellement, c'est vraisemblablement cette simulation de traque. Pour moi, c'est un peu un minimum. On verra. Moi, je commence à être un peu vieux pour voir cette évolution-là à long terme. Alors, par contre, si on regarde maintenant, on passe des mesures que nous a montré Nicolas à une moyenne globale du niveau de la mer, donc qui est obtenue pour les périodes anciennes par des marégraphies avec le problème de l'assimilation entre différents pays, parce que tous les problèmes dont nous a parlé Nicolas, ça devient encore pire quand on passe d'un pays à l'autre pour avoir une moyenne globale, sachant que de toute façon on est biaisé parce qu'il y a des tas de pays où il n'y a jamais eu une mesure de marégraphie. Donc, donc ces courbes, elle a quand même pas mal de marge d'erreur, d'incertitude autour, mais en gros on observe une vitesse moyenne de l'ordre de 1,3 mm par an en ascension globale du niveau de la mer jusqu'en 1971. Et puis on voit après une accélération. 1,8 m par an à partir sur la période 2000. Ça passe à 3,3 mm par an sur la partie 2005. Et puis maintenant, à 2020, on en est à 4,8 mm par an. En fait, on en est à 5 mm par an. Alors là, c'est des vitesses, bien sûr, qui ne sont pas comparables parce que ce n'est pas des moyennes sur 40 ans. Hein. Donc, là aussi, c'est moyennes avec une marge d'incertitude importante. Mais on voit par contre, on voit très nettement cette accélération. Et il y a quelques modèles qui ont été faits qui montrent que vraisemblablement, on va jusqu'à des vitesses qui pourront dépasser 30 mm par an, donc 3 cm par an autour de 2100. Hein. Donc là, ça devient pas du tout... C'est des phénomènes qui sont 3 cm par an, ça commence à être bien visible. Alors... une des choses sur lesquelles aussi je voulais évoquer, c'est que là j'ai supprimé, parce que je pensais que Nicolas en parlerait des causes de l'augmentation du niveau de la mer, donc j'ai supprimé de mon intervention tout ce qui est cause de cette augmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la moitié, la cause c'est le réchauffement. L'océan se réchauffe en surface et la chaleur peut être progressivement en profondeur. On commence à voir ce réchauffement, y compris maintenant à des profondeurs supérieures à 2000 mètres, mais sachant que c'est quand même la partie 0 à 700 mètres là, qui se mélange bien, qui se réchauffe le plus vite. Donc là, qui dit réchauffement, dit dilatation. Mais en fait, derrière, après la deuxième cause, à peu près égale, on veut mettre ensemble le fait que les continents ont tendance à se dessécher, parce qu'ils sont plus chauds, ils évaporent plus. L'essentiel de la pluie d'évaporation sur les continents retombe sur les continents, mais il y a une partie qui retombe sur les océans en haute latitude, donc ça dessèche les continents. L'autre partie, c'est le recul des glaciers de montagne. Vous savez qu'ils reculent partout. Je me rappelle, dans les années 70-80, il y avait les climato-sceptiques qui disaient « Oui, c'est pas vrai, il y a tel endroit où il augmente, etc. » Ça, c'est un phénomène dont je vous parlerai tout à l'heure qui complique un peu les interprétations. Mais en fait, maintenant, c'est fini, il régresse partout. Et on voit bon, vous avez tous vu, hein, c'est la mer de glace qui vient, où les eaux rocheuses se développent de plus en plus, on le voit partout. Donc, les glaciers, l'érosion, et puis de plus en plus maintenant, c'est les calottes de glace. Les calottes de glace, je vais parler de ce problème des calottes de glace parce que c'est là où il y a le plus d'incertitude, sachant que pour savoir comment elles vont évoluer,
ben, il faut avoir des mesures précises de la dynamique quand il fait plus chaud, quand la mer est plus chaude et les attaques sur les bords, la morphologie, les pentes, s'il y a des falaises de glace qui arrivent sur la mer avec des banquises ou pas, etc. Il y a des tas de facteurs différents. Les modélisations sont pas du tout suffisamment en fait, précises pour nous donner des perspectives précises de comment ça va évoluer. Ça, il faut vraiment le savoir. On a besoin de beaucoup plus de mesures et là, on n'a pas, ça ne fait pas partie des priorités de financer. Vous savez que par exemple en Amérique, là, ils ont décidé en gros de supprimer toutes les recherches polaires. Or, ils avaient un rôle très important dans l'infrastructure, en particulier le transport des scientifiques vers l'Antarctique. Donc, ils vont arrêter de financer l'avion qui transporte les scientifiques vers l'Antarctique. J'espère qu'ils vont ramener ceux qui sont en Antarctique, mais donc la politique influe directement là-dessus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes et résultat, c'est que actuellement, tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin du siècle, avec une trajectoire d'énergie moyenne, on arrivera en gros à un 80-90 cm moyen de montée du niveau de la mer, c'est-à-dire c'est les basses mers qui montent de 80 cm, les hautes mers qui montent de 80 cm, et puis les marées exceptionnelles type Xintia, c'est 80 cm plus haut quand elles tombent à marée haute. Donc ça c'est le chiffre moyen, mais chiffre moyen c'est quoi? C'est 50% que ce soit plus faible et 50% que ce soit plus fort. Et ça a posé toute notre discussion d'après qui est comment on gère cette montée où on a énormément d'incertitudes, parce que quand je vous dis 80 cm, 50% de chance que ce soit plus fort, en gros on a 20% de chance que ça soit à plus de 1,10 m, on a 5% de chance que ça soit à 2 mètres. Et puis si les 2 mètres n'arrivent pas en 2100, ils vont arriver peut-être en 2120 ou peut-être en 2140. C'est-à-dire que par rapport à une construction, ça rentre dans le temps d'inertie de la construction. Donc actuellement, on peut se dire, il ne faut pas viser les lois. Actuellement, c'est 60 cm qui est un peu la zone critique, c'est 60 cm au-dessus des hautes mers pour le DTM. Et ce 60 cm, il y a vraiment 60% de chances que ce soit beaucoup plus haut. Et quand on va construire quelque chose, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux investir un peu plus et prévoir 2 mètres, ou investir en disant on ne peut pas investir un peu plus sur toutes les constructions qu'on fait en bordure de la côte, mais dans ce cas-là, on fait des constructions qui permettrait, où on pourrait incrémenter le système de protection. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du définitif, on fait l'incrémental. Donc c'est un peu ces problèmes-là que je voudrais aborder. Sachant que les hauts niveaux marins que je vous ai montrés, à chaque fois qu'il y a un interglaciaire précédent, il y en a eu une vingtaine là, depuis 2 millions d'années, il y en a en gros un tous les 100 000 ans, le niveau de la mer stable, quand les glaces se sont équilibrées avec la légère augmentation d'insolation que j'ai évoquée hier, c'est quelques watts par mètre carré, les glaces se stabilisent en gros à entre 4 mètres et 6 mètres au-dessus du niveau actuel, parce que ça correspond un peu à un domaine d'équilibre du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest qui perd une très grosse partie de leur glace. C'est les deux zones sensibles, les deux calottes sensibles, c'est la calotte antarctique de l'Ouest avec la péninsule et le Groenland. L'Antarctique central est beaucoup plus stable, il est isolé, c'est vraiment sur le pôle, il n'y a pratiquement pas de glace sur les bords, donc il est dans une cuvette, il y a peu de glace qui coule à l'extérieur, il y a un petit peu, si ça se réchauffe, ça fond en surface, ça descend dans les crevasses, vraisemblablement là où il y a des rivières de glace qui vont vers l'océan, ça coulera plus vite, mais on estime que l'Antarctique centrale, ça va mettre 100-150 ans à commencer à dérouler les phénomènes. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où il commencera lui à dérouler sa déglaciation, ça va monter de 5 mètres, de 10 mètres dans les quelques prochaines centaines d'années. Donc ça peut aller très haut. Actuellement, les prévisions, c'est plutôt, on sait qu'on arrivera à plus 4 mètres, au pire dans 200-300 ans, qui est le système d'équilibre qui correspond à tous les derniers interglaciaires.
Donc, je voudrais parler un tout petit peu de la fonte des calottes polaires parce que c'est ça la grosse incertitude. Hein, il faut vraiment voir qu'une calotte polaire, elle a des zones où elle accumule, c'est la neige qui tombe, et puis elles ne fond pas en été. Donc, elles font un peu de glace l'hiver suivant, en s'accumulant progressivement. Et avec le poids, la glace coule. Elle coule dans des vallées sous-glaciaires qui ont été sculptées au cours des millions d'années où la calotte existait, avec des vitesses qui sont d'autant plus rapides que ça glisse bien en bas. Et pour glisser bien en bas, il faut que ce soit fondu en bas. Ça, c'est généralement le flux terrestre de chaleur qui fond la base de la calotte. Mais c'est aussi, quand la calotte se réchauffe, c'est les crevasses qui se forment avec la dilatation plus ou moins forte à un endroit ou à un autre, et de l'eau de fonte de la surface qui tombe au fond et qui fait comme une peau de banane qui aide à glisser. Mais pour glisser, il faut qu'il y ait une pente qui a jusqu'à l'océan, or en fait la plupart des calottes, donc elles ont affaissé leur soubassement, ce qui fait que la pente elle n'est pas du tout régulière. Et puis en arrivant sur l'océan, elle va faire une banquise, et cette banquise en fait elle va donc qui peut faire 1 kilomètre d'épaisseur et qui va tirer la base de la langue glaciaire vers l'océan. Elle va se casser en formant des icebergs, et ça va aider l'écoulement. Si il y a des pics partout sous la glace, sous la banquise, ça l'ancre et elle coule beaucoup moins. Donc pour savoir exactement ce qui se passe, il faut aussi avoir des cartographies très précises pour savoir si c'est un beau toboggan ou s'il y a des pics partout. Donc ça, c'est aussi des problèmes qu'on maîtrise mal encore, mais on sait que si ça glisse bien, ça peut glisser, on l'observe en Alaska, à plus de 100 km par an. Donc ça peut aller très vite. Hein. Imagine plus d'1 kilomètre d'épaisseur de glace qui glisse à 100 km par an. Donc ça, tout ça, ça fait la calotte de glace. Et quand on regarde l'évolution, par exemple, du Groenland depuis que ça se mesure de façon précise, le début des années 2000, on voit sur le Groenland, à cause de l'écoulement, de la fonte de surface, on a une baisse à peu près régulière du niveau, et donc une perte de masse qui est assez importante et qui se fait, et sur la carte dessous vous le voyez, qui se fait surtout sur les zones périphériques, je dis, parce que c'est celle qui coule vers l'océan. Si on regarde l'Antarctique, c'est plus compliqué parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on a eu d'abord une première phase de croissance, et puis une phase de décroissance rapide, et depuis une dizaine d'années, en fait ça oscille mais ça croît plus. Ça décroît plus. Et ça intègre l'Antarctique de l'ouest, de l'est, la totalité. Je vous montre la carte en dessous qui vous donne les zones où ça fond, où on perd la masse, et le bleu, c'est les zones où on gagne de la masse. Alors, et au milieu, le blanc, ça ne bouge pas. Les zones où on gagne de la masse, on gagne en fait en ce moment beaucoup plus de masse qu'on en perd dans la zone rouge, tout simplement parce qu'à cause du réchauffement, il y a plus d'évaporation sur l'eau autour de l'Antarctique, il y a plus de neige qui arrive sur l'Antarctique, et cette neige s'accumule parce qu'en été, elle ne fond pas. Donc l'Antarctique en ce moment gagne de la masse parce que la neige augmente plus vite que la fonte dans les zones les plus élevées ou l'écoulement. Et ça, ce modèle-là, on le retrouve, ça c'est à plus grande échelle, c'est le même phénomène. Le bleu, c'est la zone qui accumule de la neige, et le rouge, c'est la zone qui perd de la masse. Et là, c'est simplement pour vous montrer la carte du centre du Groenland. C'est si on ouvre toute la glace, actuellement, donc c'est la forme du Groenland. C'est-à-dire que c'est vraiment une cuvette. Alors, résultat, pour le début du 22e siècle, on estime la contribution d'Antarctique entre plus 44 et moins 22 cm, suivant les modèles. Vous voyez que moins 22 cm, c'est si la neige qui gagne, et plus 44, c'est si l'écoulement qui gagne. Et on ne sait pas actuellement, c'est la marge d'incertitude. Et puis pour le Groenland, en gros, au départ, c'était plus 40 cm, et puis on s'aperçoit en fait que ça sous-estime très fortement ce qui se passe réellement, et il pourrait perdre en fait jusqu'à 80 cm, mais de toute façon, lui, il est en phase de décroissance.
Alors ce schéma a été représenté par un collègue qui s'appelle Rudy Mann dans un de ses bouquins de base, là, qui montre la balance de glace polaire entre moins 30 degrés et plus 10 degrés. La zone bleue, hein, par rapport à un volume, donc si on regarde masse en mètres par an d'épaisseur de la glace, jusqu'à en gros moins 10 en moyenne, il reçoit plus de neige qu'il fond. À partir de, en gros, moins 10 degrés, il y a suffisamment d'été où ça fond pour que ce soit de la pluie plutôt que de la neige qui tombe dans toute la période estivale et autour. Et au total, plus ça chauffe, plus ça va fondre et plus on va perdre. Et plus aussi l'écoulement va être rapide, etc. Donc il faut vraiment voir les calottes de glace comme cette espèce de déséquilibre avec un point de flexure autour de moins 10 degrés. Or le moins 10 degrés, dans l'Antarctique, il est vraiment, il n'est pas partout, hein, il n'est que sur certaines zones. Par contre, le Groenland, on est en moyenne, on commence à s'approcher pas mal, on est autour de moins 15 degrés en température moyenne. C'est pour ça qu'on est un peu en Groenland en domaine fluctuant. Alors le résultat, c'est que ici, c'est les contributions d'abord en pointillés, ce qu'on mesure, hein, et puis par rapport à ce qui a été modélisé. Et actuellement, le rouge, la courbe rouge, c'est le modèle avec l'émission qu'on appelle RCP 8.5, c'est le scénario le plus pessimiste du GIEC. On s'aperçoit en fait, alors que l'augmentation du gaz carbonique, c'est plutôt le scénario moyen, c'est-à-dire la courbe vert, en fait, la glace fond en phase, comme si on chauffait avec le scénario le plus pessimiste. C'est-à-dire que les modèles de glace actuellement ne prennent pas en compte la totalité de la fonte. Et ça, une des raisons pour lesquelles on s'aperçoit, c'est qu'en fait, l'océan de subsurface chauffe beaucoup plus vite. C'est là où on accumule le plus de chaleur. En zone périphérique de l'Antarctique, ils rentrent sous les calottes de glace sur la partie flottante et ils fondent la calotte de glace par en dessous. Et ce phénomène n'était pas pris en compte parce qu'ils fondent la glace par en dessous, ce qui fait que là où il y a les seuils qui sont représentés ici, ça fond sur le seuil aussi, ça amène de l'eau. Et résultat, ça coule beaucoup plus vite. Donc il y a une accélération de l'évolution des calottes de glace liée à ce réchauffement subsurface, sachant qu'en surface, ces eaux de fonte, peu salées, et le bleu, donc elles sont beaucoup plus froides. Donc l'océan autour de l'Antarctique, en surface, est plus froid, mais dès qu'on descend à 300 mètres ou à 400 mètres, il est de plus en plus chaud. Mais par contre, toujours pareil, on reste limité par ce qui se passe en amont. Donc là, c'est pour montrer l'augmentation des températures. Là, ça, c'est le phénomène de fonte, donc en surface, qui commence de plus en plus souvent. C'est la totalité de l'Antarctique, du Groenland qui fond en surface en été, mais sachant que la partie centrale, une partie de l'eau, elle reste sur place, elle descend dans les crevasses, mais elle ne coule pas à l'océan. Ça, ici, c'est pareil pour l'Antarctique. C'est un peu la courbe que je vous ai montrée avant. Et ici, ça vous montre actuellement là où on en est au point de vue modèle. Si on regarde le niveau de la mer qui est en gris, comment il monte, il a monté depuis 2006, et quand on regarde toutes les contributions mesurées par les différentes méthodes de montée du niveau de la mer, on n'arrive pas à ce qu'on observe. Donc actuellement, il n'y a pas doute qu'il y a encore des phénomènes qui participent à la montée des eaux qu'on ne sait pas quantifier. Alors pour le futur, donc sur nos côtes s'ajoutent les déformations de la croûte terrestre. J'ai évoqué un tout petit peu ça tout à l'heure avec Rémy Thiéblemont. Donc j'ai évoqué le rebond isostasique de la fin de la période glaciaire et les mouvements verticaux du sol, qui sont une source très importante, d'autant plus sur les villes. Alors, il faut savoir, c'est que nous, on existe sur la croûte continentale, et puis autour de nous, c'est la croûte marine. Ça n'a rien à voir comme caractéristique, géologiquement, elles sont indépendantes. Et la croûte continentale, on est en bordure. La bordure, elle
elle est souple, elle s'affaisse plus ou moins. Vous imaginez, vous êtes sur un radeau de boudin de caoutchouc plein d'air, là, un radeau Bubendam, ben vous allez un peu sur le bord, ben ça s'affaisse plus vite que le radeau d'ensemble. Et en plus, c'est sur le bord, c'est là où on rajoute beaucoup de poids, on construit des villes, on construit des ports, des choses comme ça. Ou alors au contraire, on pompe l'eau, c'est-à-dire qu'on affaiblit le soubassement. Résultat, c'est que le bord, ben, il s'enfonce. Et donc j'ai évoqué, bon, il y a Jakarta qui est célèbre, hein, où ça s'enfonce à plus d'1 centimètre par an, mais suivant les villes, il y a des vitesses donc de subsidence très importantes. Et ça joue un rôle important. Alors, cette subsidence locale, elle est mesurée, elle est cartographiée, donc il y a le papier de Thiers-Blemont et autres, et on voit qu'en France, en moyenne, le carré bleu, ça concerne sa moyenne sur la France, le rond blanc avec un cercle là, ça donne la proportion. On voit qu'il y a plus de la moitié des côtes françaises qui ont une subsidence qui est supérieure à 1 millimètre par an. Donc, à une vitesse de montée des eaux qui est en train maintenant d'atteindre 5 mm, il faut rajouter plus de 1 mm par an sur plus de la moitié des côtes françaises. Et sachant que sur certaines zones, Rémi a observé des montées des subsidences qui vont jusqu'à 5 mm par an. C'est-à-dire que ça double la vitesse de montée des eaux. Bon, je vais pas revenir sur les différentes composantes sur le niveau marin, on les a évoquées. Et bien sûr, il faut rajouter les effets de la météorologie. Xynthia, je ne vais pas passer dessus. Xynthia, c'est simplement parce qu'on a construit sur un marais, qu'on a asséché, et puis on a mis une digue devant. Et puis la digue, on ne l'a pas entretenue. Une grosse tempête, elle a cassé la digue. Et brusquement, les gens se retrouvaient avec 2 mètres d'eau dans leur maison, alors que c'est une maison qui était sur... il n'y avait pas d'étage, et donc les gens étaient coincés chez eux. Et ils sont morts, il y a eu quand même 50 morts au total, hein, c'est pas du tout négligeable. Donc, il y a bien sûr les impacts liés aux cyclones. C'est ce que Rémi a évoqué, la pression de l'air, mais quand on a un cyclone, il y a aussi une surcote liée à l'événement de cyclone. Un Xynthia, le 1 mètre à 1,50 m, ce n'est pas uniquement la pression atmosphérique hein, qui joue sur quelques centimètres, c'est essentiellement une onde de vent qui est liée à la poussée des vents. Et quand il y a un cyclone qui est à 500 km, même une queue de cyclone qui va au milieu de l'Atlantique, ben l'onde, elle vient jusqu'à nous. Hein, c'est-à-dire qu'il y a tous ces phénomènes Or, on sait que les cyclones, ben, ils se développent comme l'eau est plus chaude, on évapore plus, on déséquilibre plus les systèmes, on aura de plus en plus de cyclones, de plus en plus violents. On va avoir des cyclones qui vont arriver des queues de cyclones qui vont arriver sur nos côtes avec des vents de 200 km/h. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments où les architectes ont fait des modèles dynamiques pour savoir qu'est-ce qui se passerait sur les toits, sur tout ça, avec un vent de 200 km/h sur Brest. Alors pourtant, c'est facile à faire. On fait ça pour toutes les voitures, pour tous les avions, à savoir les frottements et comment ça réagit avec le vent. Mais effectivement, on n'est pas habitué à avoir un immeuble qui se déplace à 200 km/h dans l'atmosphère, donc on ne modélise pas ça. Mais il est temps de le faire. Ça fait partie des choses où on voit que les premières choses qui se passent quand il y a un cyclone, c'est les toits arrachés. Hein. Même avec les beaux orages, là maintenant de plus en plus avec nos orages, on voit des histoires de trombes qui s'installent et de toits arrachés. Donc le nombre de cyclones tropicaux augmente très fortement dans la période récente à cause du fait que simplement la température de l'océan est plus chaude, on évapore plus, on fait plus de déséquilibre. Donc risque de submersion marine, isostasie, ça... c'est autre chose, j'en ai parlé tout à l'heure. Fréquence des inondations centenales actuelles en 2050, ça c'est la prédiction par rapport au modèle, je dirais, standard. Ce n'est pas du tout les cas extrêmes. On sait que de toute façon, les inondations de type centenal, avec l'histoire, ça peut être 50 cm plus haut ou ça peut être 1 mètre plus haut, ben, on voit qu'elles passeront en France, on aura actuellement, ils disent qu'on risque en 2050 d'en avoir entre
1 et 5 pour des régions où il y en avait une tous les 100 ans. Là, c'est par an. On aurait 1 à 5 par an. Alors qu'on en a une tous les 100 ans. Donc ça vous montre un peu l'augmentation des fréquences de ces problèmes-là. Je ne vais pas évoquer ce qui se passe dans les deltas, parce que là, on parle en millions de personnes, on parle en réfugiés, on parle en problèmes comme ça. Donc ça pose des problèmes de transfert de population. Qu'est-ce que vont devenir tous ces gens? Heureusement, la plupart des gens, par exemple, c'est le delta du Nil. On parle de plusieurs millions de personnes qui sont affectées. Il y a un certain nombre qui vont se déplacer en Égypte, mais quand on voit les problèmes de Gaza et que on a du mal à savoir où on va mettre les Gazaouis, ça va poser des problèmes, sachant que c'est l'ensemble du bassin méditerranéen qui va être affecté par les problèmes liés au cyclone, en plus de la submersion. Je ne parle pas des récifs coralliens. Les récifs coralliens, donc, ils ont été construits avec le niveau marin. C'était sous l'eau, ou chacun des derniers interglaciaires, avec les coraux. Donc, ça sera sous l'eau, au niveau où on arrive. Et qu'est-ce que vont devenir les populations? Ça concerne aussi pas mal de départements français. Je vous rappelle que Molène risque d'être la première île continentale française à être engloutie par le réchauffement climatique. Donc on va passer très rapidement, je suis désolé, parce que j'ai plus beaucoup de temps et il faudrait quand même arriver à discuter. Je voudrais simplement dire que les submersions, on en a déjà eu, hein. Donc il y a, qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, un des problèmes que j'ai évoqué, c'est que si on regarde la distance à la côte et le temps, en bas à l'échelle horizontale c'est le temps, mais on voit que les populations se sont de plus en plus rapprochées du bord de mer, donc sont devenues de plus en plus sensibles. Et on arrive au problème, c'est que... Ah oui, j'ai pas parlé aussi d'un autre problème, c'est que non seulement il y a la montée des eaux, mais il y a l'érosion. Parce que beaucoup de ces zones côtières, c'est des zones, alors des très vieux niveaux marins d'il y a 40 millions d'années, qui étaient d'accumulation de sable, et avec on construisait, et puis on a érodé depuis, et résultat, on voit des maisons qui sont en phase... Vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé à Lacanau, hein, sur le territoire là, du sud-ouest, pour lequel ils ont été obligés d'abandonner un gros immeuble. Mais il y a des zones, hein, il y a Talmont-sur-Gironde, actuellement, c'est quand même un Saint-Radegonde du XIIe siècle qui risque de tomber à l'eau si on ne fait pas un effort pour la préserver. Donc on parle de maisons individuelles qu'on ne peut pas construire, on parle aussi de sauvegarde du patrimoine. Or, sachant que, on peut toujours injecter du béton dans la falaise, mais il faut se rappeler que le niveau de la mer monte, les tempêtes seront de plus en plus fortes, et il faut se rappeler qu'une houle de 3-4 mètres, c'est 3-4 tonnes par mètre carré qui viennent impacter la falaise en permanence, tac, 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 à un endroit, à un autre, ça déstabilise complètement le système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défense de type béton qui ont été imaginées pour résister à ça pendant longtemps. C'est-à-dire que si chaque année on va vérifier où est-ce que ça ne va pas et on refait les injections de béton, ça revient très très cher. Donc la résistance, ce n'est pas forcément le bon. Donc j'ai évoqué Ault en Normandie, hein, qui est toute une ville, tout un village qui est construit en bord de falaise et qui s'écroule. Et ça c'est une carte. On peut accéder, chacun vous pouvez vous construire votre carte des risques de submersion avec le site Climat Central, hein, qui marche très bien. Donc, le problème, c'est il faut vraiment, ça dépend. Là, ici, j'attaque les données de présentation de Gonéry. Donc, le grand problème, c'est comment gérer ces actions. Ça coûte très cher. Qui va payer? Surtout dans un moment donné où notre économie ne vaut pas si bien que ça, peut-être qu'on peut faire des économies. Alors, du coup, ça retombe sur les zones, vraiment au niveau local. Et en gros, actuellement, on comptait beaucoup sur l'assurance, mais l'assurance a déjà prévu, elle dit,
nous, on ne pourra pas payer. Soit vous trouvez des moyens de subventionner les assurances pour pouvoir payer, on ne va pas pouvoir payer. Ça commence à exister en agriculture, hein, il faut payer des surprimes si on veut être assuré vraiment bien des orages et autres, mais sur la côte, tout ce qui est habitat dans les zones sensibles ne sera plus assuré d'ici peu. Sauf si bagarre pour que ça soit assuré, mais ça veut dire que quelqu'un devra payer. Qui va payer? Alors, comment s'adapter? Donc, l'adaptation incrémentale, c'est l'idée justement qu'on va faire des petits efforts au fur et à mesure, sachant qu'on peut en rajouter plus dans la même direction. Par exemple, les Hollandais commencent à vendre des techniques pour transformer des maisons individuelles en bateaux, en péniches, en fait, en le radier sous la maison. Tout simplement, on monte les bords et on transforme la maison en un radeau. Si la marée monte, on a des jonctions souples. Si la marée monte, ben, la maison se décroche du soubassement, flotte pendant les quelques heures de marée haute et puis redescend. Et puis, avec les années et dizaines d'années, ben, elle montera de plus en plus souvent. Alors après, on peut mettre des cales dessous et comme ça, on la monte de plus en plus. Donc ça, c'est une solution individuelle pour une maison. Hein. Maison, ça coûte 100, ça pèse 100 à 300 tonnes. Hein. C'est facile de faire un radier qui la soulève. L'autre solution, bien sûr, c'est de se faire des petits remblais autour, de faire des petits remblais autour. Un bateau, hein, ça tient très bien sur l'eau. On peut aussi décider que, comme ça va durer au début que quelques marées ou quelques tempêtes, ben, on peut rendre les portes étanches le temps que l'eau monte. Donc il y a des tas de solutions comme ça d'urgence qu'on peut gérer. Et puis, par contre, si on veut aller plus loin, en particulier construire, ben, il y a la solution de construire sur pilotis, hein, ça se fait dans les tas de régions inondables, et il y a la solution tout simplement de ne pas construire. Un port, c'est plus compliqué. Et le grand problème, ça va être les villes et les ports. Saint-Nazaire, il y a pas loin de la moitié de la ville qui est menacée par de submersion. Et beaucoup des ports côtiers ont des zones, généralement ces zones où c'est plutôt les gens pauvres qui y habitent, qui sont près du niveau de l'eau, contrairement à en dehors des villes, où c'est plutôt les gens riches qui habitent près de la côte. Donc pour les gens riches, je ne m'inquiète pas trop, ils trouveront des solutions. Par contre, pour les villes, c'est plus compliqué. Et là, il y a des gros efforts. Et puis la gestion d'un port. Comment imaginer Brest, si c'est le niveau de l'eau à plus de 2 mètres par rapport au niveau actuel, peut-être pas en 2100, mais peut-être en 2120 ou en 2140, ben, ça demandera pas mal d'investissements avant pour que le port reste fonctionnel tout le temps. Donc ça se prépare. Et moi, par exemple, je suis dans un conseil scientifique d'un groupe d'associations de Saint-Malo qui s'inquiète sur la partie historique et qui voit le futur port du Ney de transit des ferries qui se prépare à être reconstruit, pour lequel leurs plans sont basés sur une montée de l'eau de 60 cm en fin de siècle. 60 cm, on sait qu'il y a 50 chances sur 100 que ce soit plus haut. Est-ce que maintenant on doit investir pour construire un truc costaud, solide, qui est fait quand même pour durer, qu'on sait qu'il commencera à être inondé dès les années 2050? Pas tout le temps, mais il commencera à être inondé. Alors ce qu'il dit, c'est qu'on débranchera les prises électriques. Bon, ce sera peut-être un peu plus compliqué, quoi. Donc vraiment, se pose le problème des stratégies à long terme, la possibilité de relocation. Je vous rappelle qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier village français est déplacé à cause de la montée des eaux. Hein. Alors, bon, tout ça... Bon, le problème d'adaptation, donc ça demande du temps. Hein, prévoir des choses, ça demande du temps et ça demande d'avoir envie de le faire aussi. Donc, en gros, on est pratiquement sûr que dans beaucoup de zones, ben, l'adaptation, elle sera prise de vitesse. On n'aura pas du tout la possibilité de gérer avant qu'il y ait des catastrophes. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que cette transition des prochains 50 ans à 100 ans se fasse en douceur. Je pense que les pays riches arriveront toujours à trouver des solutions. Par contre, pour les pays pauvres, on est tranquille, de toute façon de parler,
il y aura des catastrophes, il y aura des centaines de milliers ou des millions de morts liés à cette montée des eaux, qui n'est pas ce long fleuve tranquille, qui est une succession d'événements où ça monte de plus en plus haut. Donc là, le grand problème, je lui ai dit, c'est le modèle, c'est que la fonte rapide d'Antarctique, elle ne peut pas être exclue, on ne sait pas comment la prendre en compte. Le GIEC, à ce niveau-là, est très prudent, il dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Est-ce qu'un truc qui a 5 chances sur 100 d'arriver, et qui de toute façon arrivera, mais peut-être plus tard, est-ce qu'on doit le prendre en compte dans les plans d'investissement ou est-ce qu'on ne doit pas le prendre en compte? Actuellement, on ne le prend pas en compte en disant on verra plus tard. Mais bon, tout ça, c'était sa présentation. Je pense qu'on pourra revenir avec les questions. Je préférais garder un peu de temps pour les questions. Donc là, je lui ai dit qu'il y a des solutions à coût faible, à niveau individuel, hein, avec les pilotis, avec ces choses-là. Les inondations, on peut agir avant dégâts, construire différemment. Solution fondée sur la nature, gérer les dunes de façon à ce que ce ne soit pas trop vite abîmé, etc. Par exemple, à Gavre, là, et pour protéger la péninsule, ils ont encouragé de faire des systèmes qui fixent le sable et les algues pour retarder de quelques années les accidents. Donc, quand on regarde, il y a un papier là, du ministère de l'Environnement qui regarde ce que font 25 villes côtières en France pour s'adapter au changement climatique, et on s'aperçoit que c'est du vent. Hein. On recharge les plages en sable pour que les touristes continuent à avoir des plages de sable. On restaure des dunes, mais les dunes, elles seront arrachées à la prochaine tempête, etc. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de prise en compte. Les Hollandais le font. Ils investissent énormément parce que c'est un pays c'est une tempête dramatique. Donc eux, ils investissent, ils ont construit une expérience remarquable. Ça vaut le coup de se balader en Hollande pour voir ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas aborder tout. Ils savent qu'ils vont être obligés d'aborder toute une partie de leur territoire. Ils ne savent pas encore si des villes, les grands ports comme Rotterdam ou autres, ils vont pouvoir tenir ou pas. Ils ont mis des systèmes d'écluses gigantesques ou autres. Mais au moins, ils expérimentent depuis pas mal d'années. Et maintenant, il y a de plus en plus de villes en Amérique, Londres et autres qui commencent à expérimenter. La France n'est pas au niveau. Hein. La France, on a protégé Paris en faisant des réservoirs en amont là, pour les inondations de pluie, mais le niveau de la mer, on n'est vraiment pas au niveau. Ce qu'on arrive à faire maintenant déjà, c'est éventuellement interdire des programmes de construction qui sont en zone inondable. Ça commence à se développer. Mais même là, c'est pas facile parce que les maires, ils veulent pas arrêter de construire dans leur ville. On les laisse pas construire dans la campagne autour, donc ils veulent construire dans leur ville. Et dans leur ville, là où il y avait des maisons, pourquoi on continuerait pas à mettre des maisons? Et la zone inondable, on a beaucoup de mal à l'adapter. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là parce que la mer, conclusion, la mer va continuer à monter. De combien, ça dépend de l'émission de gaz à effet de serre, mais de toute façon, il y a des choses qui sont en cours. En gros, on sait qu'on montera à court terme en France au moins à 80 cm en 2100 et 110 cm en 2120, mais en fait, on va monter à 2 mètres avant 2150. On sait que la hausse de la mer diffère significativement de la hausse au large, au moins sur certains sites. Les subsidences côtières ne sont pas prises en compte dans les projections actuelles au niveau locaux. Donc, les événements au niveau de la mer, n'insisteront pas des événements exceptionnels, de plus en plus fréquents, forts, dangereux et coûteux. S'en protéger coûtera aussi de plus en plus cher, donc il vaut mieux commencer le plus tôt possible. S'adapter peut ouvrir des opportunités de développement, parce que ça va être du boulot, ça va être de l'engineering, ça va être de la réflexion, de l'architecture et autres. Hein. L'adaptation au changement climatique, c'est aussi une force économique, hein, si on s'engage dessus. Parce que c'est un marché, tout le monde va être obligé de payer, donc c'est un marché énorme.
Et donc les EE techniciens doivent décider quand agir, à quel niveau, sachant que la non-action aura des conséquences sur l'économie, la santé et la vie. Là, il y a actuellement des estimations qui commencent à sortir. En gros, ça coûtera 10 fois plus cher de ne pas agir au point de vue point de PIB que d'agir. Donc tout projet doit maintenant prendre en compte l'évolution climatique et ses impacts sur l'événement extrême associé. Donc j'ai rappelé tous les impacts. Voilà, je m'arrête, je m'excuse, j'ai été obligé de courir un peu. Merci Laurent. Des questions? Oui, question courte. Vous avez parlé des cyclones en disant que leur fréquence et leur intensité augmenteraient. On entend plus généralement que c'est surtout l'intensité des cyclones qui va augmenter. Et j'avais déjà compris, moi, que la fréquence, n'était pas si évident que ça. C'est une question difficile et je ne suis pas spécialiste météo. Et c'est pas une question, je ne suis pas spécialiste météo. Ce que je peux dire, c'est de la littérature que j'ai lue. Il y a d'une part l'approche Météo France. L'approche Météo France regarde avec des modèles qui sont des modèles sur la France haute résolution, qui s'accrochent à des modèles globaux qui sont à basse résolution. Et sur ces modèles-là, on a l'impression que les tempêtes qui nous arrivent ne vont pas être spécialement plus nombreuses, mais vont être plus fortes. Ça, je suis d'accord, c'est l'approche Météo France. Et il y a alors derrière, le problème, c'est que ça s'accroche sur les modèles haute résolution en France, ça s'accroche sur les modèles globaux qui ne sont pas haute résolution, qui en fait paramétrisent tous ces phénomènes liés aux tempêtes. Donc, or, actuellement, on ne sait absolument pas la stabilité de ces paramètres par rapport au réchauffement de l'océan. Donc, s'il y a des phénomènes je dirais de rétroaction, d'emballement. Et en particulier, il faut vraiment réaliser que l'océan de surface va avoir des zones qui chauffent à plus 3, plus 4 degrés par rapport à ce qui chauffait avant, qui ne seront pas les mêmes zones qu'avant. Les eaux chaudes vont déplacer, par exemple, le champ de pression qui est lié au vent d'ouest, plus vers le nord. Beaucoup des tempêtes qu'on a en ce moment, elles nous ont épargnées. Elles sont toutes passées sur l'Angleterre et l'Écosse et tout ça. Ce qui venait sur Brest, ça part plus au nord. Donc là, on va perdre ces types de tempêtes. Mais en même temps, les déséquilibres que j'ai évoqués hier, les déséquilibres liés à l'évolution entre ce qui se passe en Arctique, ce qui se passe à nos latitudes, éventuellement l'impact de la zone froide là au sud du Groenland, qui vont mettre énormément de non-linéarité dans le système climatique qui est en amont de nous. Et ça, actuellement, on ne sait pas. Donc de ce côté-là, je vous dirais tempête sur la France, on ne sait pas. Par contre, il va falloir savoir, mais on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les zones chaudes, intertropicales, elles chauffent de plus en plus et les cyclones, ils sont alimentés par la quantité d'énergie disponible et la stabilité atmosphère-stratosphère, surtout atmosphère basse, atmosphère haute. Et ces cyclones-là, on sait que plus les eaux chaudes, plus on aura d'instabilité et plus on va en créer. Plus on va en créer, et comme les eaux sont plus chaudes, plus au nord, ils seront plus stables en s'éloignant des zones intertropicales et ils auront tendance à monter plus dans nos latitudes. Donc on sait, il en est déjà arrivé des cyclones, des queues de cyclones chez nous, Clarence et autres, Xynthia et autres. Il y en a un certain nombre ces jours derniers qui sont arrivés sur l'Angleterre, ils sont même montés plus haut. Ils vont arriver sur les ceux-là, ils seront de plus en plus nombreux. Donc, tempête traditionnelle de vent d'ouest, vraisemblablement, c'est des systèmes un peu à long terme, mais peut-être qu'elles ne vont pas changer beaucoup en nombre. Mais tempêtes accidentelles liées aux queues de cyclone ou même aux cyclones actifs. Pour avoir un cyclone actif, il faut que l'eau, pour le soutenir, il faut que l'eau, sur 50 à 70 mètres d'épaisseur, il faut qu'elle soit au moins de 25, 26, 27 degrés. C'est dans cette zone-là. On dit autour de 26 degrés. Donc, Méditerranée, oui.
on aura des cyclones. Actuellement, les cyclones naissent en mer Rouge, et puis ils sont un peu relayés en Méditerranée, ça devient les médicaments, et ils commencent à faire des dégâts. On aura des cyclones en Méditerranée qui sont des vrais cyclones, parce qu'ils seront nés peut-être plus au sud, dans l'Atlantique, ou du côté mer Rouge, et puis venant sur la Méditerranée, ils seront réalimentés par la Méditerranée chaude, et ils vont faire des super événements cévenols. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de passages pour qu'ils aillent plus au nord, mais au sud, la partie sud, par contre, va en prendre plein la hampe. Et le jour où il y aura des vents de 250 km/h sur Marseille, je ne sais pas ce que ça va donner. Il faut parler, il va se mettre en route. C'est une intelligence lente. Mais si, il faut le mettre devant la bouche et parler. Je vais essayer de parler fort pour une fois. On ne touche plus le micro. On ne touche plus le micro. Ah, merci. Bon, comme vous l'avez dit, il faut jouer sur les deux tableaux, à la fois réduire les gaz à effet de serre pour limiter le phénomène, mais comme ce phénomène est inéluctable, il faut effectivement se préparer et s'adapter. Vous le savez, la France a été condamnée pour son inaction par rapport au climat. Et quand j'ai entendu un ministre annoncer qu'il fallait se préparer aux 4 degrés, je me suis dit, mince, ils ont abandonné l'accord de Paris. Mais je me suis dit, mais c'est peut-être très intéressant, en fait, économiquement, parce que, comme pour les guerres, les géants du BTP, ils sont contents quand il y a une guerre. Il va falloir reconstruire derrière. J'ai abordé le problème avant. Ben, voilà, et les architectes aussi. Et pour le climat, c'est pareil. On ne fait rien, comme ça, il y aura beaucoup de gains pour le BTP. À condition qu'on ait encore l'argent pour pouvoir investir dedans. Oui, je devine la réponse. Mais vous connaissez le PNACC, le Plan national d'action contre le changement climatique. Donc, est-il suffisant? Est-il gravement insuffisant? Quel est votre avis? Alors là, moi je tombe toujours sur le même problème, c'est que il y a des très bons conseillers derrière. Par exemple, au niveau de la mer, Goneril Cozanet, en tant que BRGM, est directement dans la boucle. Mais pour vous donner un exemple, sa conférence qu'il a faite pour le Haut Conseil pour le climat auquel j'ai assisté, avec Rémi Thieblemont, le BRGM lui a dit il ne faut pas que ce soit public, que ce soit public. Actuellement, j'étais pas hier soir aux discussions sur la stratégie, mais le gouvernement a envie de ne pas être embêté dans ses priorités par d'autres choses à faire où on lui demande de l'argent. Donc, pour l'instant, moi j'ai peur que ce soit simplement du greenwashing. On va faire des solutions qui sont des solutions pas chères. Par exemple, dire aux maires des villes, il faut vraiment que vous donniez plus aucune tolérance à toute construction à longue durée de vie qui soit à moins de, par exemple, de plus 60 ou plus 80 cm de niveau de la mer. Vraisemblablement, le niveau de référence TRAC va être 80 cm. On va vers ça. Mais 80 cm, je dirais qu'il y a 40 chances sur 100 que ça soit plus haut. Mais il ne faut pas être trop ambitieux. Déjà, 80 cm, pour Brest, je crois, dans ses plans d'urbanisme, prévoit 1 mètre actuellement. Donc Brest est plutôt bien. Mais Saint-Malo prévoit 60 cm. Donc 80 cm, ça va déjà forcer Saint-Malo à rendre inconstructible certaines zones. Ça ne va pas se passer facilement. Et dans des tas d'autres villes, ça ne va pas se passer facilement non plus. Donc en tout cas, moi je pense que du côté de l'État, il n'y aura pas beaucoup d'argent disponible. Ils vont remettre la pression sur les régions et les départements et les intercos pour faire le boulot. Mais il y en a qui décideront priorité au tourisme, priorité investissement à court terme, et puis on verra. Je vous dis actuellement, la réponse de monter au niveau de la mer, c'est charger en sable, ramener des camions de sable pour faire une dune ou faire des belles plages. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une solution résiliente. Oui, s'il vous plaît.
On parle de 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer, mais finalement, ça veut dire quoi 1 mètre? C'est calculé comment au niveau mondial et comment on fait la calcul? Puis, Donc, et juste en complément, bon là par exemple en Bretagne Nord, là moi je suis à Saint-Pabu, il y a un marnage de 7 mètres, à Mont-Saint-Michel il y a un marnage de 12 mètres, je crois à peu près, et puis combien? 14, voilà. Hein. Et puis en Méditerranée, il y a 30 ou 40 cm. Alors finalement, on dit que ça va augmenter de 1 mètre, mais partout en France, dans le monde, etc. J'ai essayé d'aborder ça au début de mon intervention. Hein. Il y a les facteurs globaux qui sont le réchauffement de l'océan global, et il coule partout. Et puis la fonte des glaces, elle va partout. Donc ça, c'est facteurs globaux. Et on parle de ce facteur global. Donc c'est le facteur de référence, plus 1 mètre ou plus 2 mètres. Hein, on va arriver à plus de mètres avant 2150. C'est une référence globale. Toutes les références vont être shiftées de 2 mètres. Les marées vont être 2 mètres plus haut, et les marées basses comme marées hautes, ça c'est le facteur global. Se rajoutera à ça les effets de subsidence locale, les effets d'évolution de la marée. Tu as très rapidement évoqué les oscillations à long terme de la marée, sachant qu'on aura à nouveau des grands coefficients vers 2030, mais par contre en ce moment, on n'a pas des coefficients spécialement fort souvent, quoi. Donc on sera plus souvent de 120 en 2030 que maintenant. Et bon, mais ça se rajoute bien sûr, mais ça se rajoute à la montée globale. Il faut dire simplement 1 plus 1 égale 2. Et il faut... Oui, vous avez parlé des Hollandais avec juste raison, parce que ce sont des gens qui ont un problème, je dirais, de survie, et en même temps, le sens du long terme. Alors, j'ai une question et demie, sur un point. Je pense que vous pouvez peut-être me confirmer s'il y a un travail de renforcement des digues. Et deuxième point, est-ce que l'exemple que fournissent les Hollandais peut être transposé dans d'autres zones inondables? Après tout, on l'a bien fait en France au XVIIe siècle. Ils font des tas d'expériences, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qui est moyen, est-ce qu'ils sont tombés par les mêmes problèmes? Est-ce qu'on met l'argent? On sait ce qu'on voudrait faire, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix conséquent? Donc c'est toujours un choix. Et puis c'est l'investissement, la sécurité des gens, le profit qui rentrent à chaque fois en ligne de compte. Pour Rotterdam, ils investissent beaucoup plus que pour un petit port plus au nord. Donc ils font effectivement d'énormes digues et systèmes de défense pour Rotterdam qui n'est pas du tout fait partout. Mais par contre, quand on se balade, c'est très intéressant de suivre la route côtière le long de la Hollande, l'ensemble du système, parce qu'on s'aperçoit en fait que le long de la côte, tous les endroits où il y avait des dunes basses et des choses comme ça, ils ont construit... Ils ont construit une nouvelle digue en terre. Donc carrément, on ne se pose pas le problème, le béton il va tenir ou il ne tient pas. On fait de la terre, mais on l'a fait de 200 mètres de large, d'épaisseur, 10 mètres de haut. Et puis à chaque tempête, ça en aéro d'un grand paquet. On va rechercher avec des dragues et avec des camions. On reconstruit la digue après la tempête. Donc on fait la résilience simplement par l'inertie, par la taille du tas de terre qu'on met tout le long. Et apparemment, ça marche très bien. Alors, est-ce que quand il y aura plus de mètres, ils auront suffisamment de réserves de terre facile pour pouvoir monter sur 500 km de long la digue de 2 mètres de plus haut? Mais vraisemblablement, ils trouveront le moyen de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont très pragmatiques. On ne peut pas faire ça en béton, ça demande trop de surveillance et tout, donc on va faire ça en terre. Bien, une dernière question avec une réponse courte aussi. Merci. Oui, je me demandais, là, compte tenu des incertitudes sur les hypothèses de montée des eaux et puis sur la survenance d'épisodes extrêmes météorologiques qui risquent d'être plus fréquents. Je me demandais comment se situe EDF en termes de quelles sont les hypothèses qui sont prises en compte par EDF pour la protection des sites nucléaires en bord de mer.
Alors, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. J'ai pas d'éléments précis là-dessus. Tout ce que je sais... T'es sympa de lui poser la question, je pense qu'on doit pouvoir répondre nous-mêmes. J'ai pas d'éléments précis là-dessus. Je sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont des éléments précis là-dessus. Tout ce que je sais, c'est quand il y a eu Xentia, ils ont eu très peur pour la station qui est en Gironde, parce que l'eau est arrivée très très près et ils se sont dit il y a problème. Et je sais que j'ai l'impression qu'ils prennent ça en compte, mais parce que quand même derrière EDF il y a quand même des ingénieurs de qualité, mais l'ennui c'est que c'est 20 ans de programmation à une centrale nucléaire, donc celles qui ont été construites il y a 40 ans ou 50 ans, est-ce qu'elles sont prêtes elles à résister? On s'est aperçu que sur les fleuves, elles n'ont pas pris en compte le réchauffement des eaux et la nécessité de refroidissement. Comment elles réagissent? Je ne sais pas. Moi, je suis curieux de la réponse. S'il vous plaît, après Fukushima, il y a eu une revue de tous les sites nucléaires, en particulier vis-à-vis des critères de protection au niveau de la mer, avec la SN et l'IRSN comme support, qui travaillent beaucoup avec le CHOM, donc ils sont au point sur les niveaux futurs. Et si vous voulez savoir exactement comment se présente chacun des sites, il y a des rapports publics qui ont dû sortir, je ne sais pas, dans les années 2013, quelque chose comme ça, 2013-2014, hein, site par site, sur chaque site, comment ça résiste, entre autres, à des niveaux exceptionnels de la mer et dans le futur. Et c'est sur des périodes de temps qui correspondent à la durée de vie des installations. Donc ça correspondait à ma réponse relativement optimiste par rapport aux réactions d'EDF. Oui. Non, mais ça, ok. Ça me fait penser à un truc. Tsunami, je voulais juste faire une petite remarque par rapport au risque de tsunami, parce qu'effectivement, on a développé... s'il y a un tsunami, en particulier des zones sensibles, comment l'eau va se développer, mais sur la source elle-même du tsunami, c'est un gros paquet de sédiments en bordure du plateau continental qui s'effondre. Or, à ma connaissance, au point de vue sédimentologique, on n'a jamais cartographié vraiment en détail les bordures du plateau continental. Quelles sont les stabilités? Il n'y a pas eu de carte de stabilité des paquets sédimentaires le long du plateau continental qui pourraient s'effondrer et qui pourrait être le moteur d'un tsunami s'il y a un tremblement de terre. Et moi, je sais que j'étais en campagne en mer au Japon, au large du site de Fukushima, il y a 35 ans, où on faisait de la sismique là, pour faire des carottes, et il y avait d'énormes paquets sédimentaires totalement instables en bordure de la marge continentale dans la zone. Donc le fait qu'il y ait eu Fukushima après, ça ne m'étonne pas du tout. Le moteur était là. C'était non seulement le tremblement de terre, mais il y avait le sédiment pour s'écrouler. Et le sédiment pour s'écrouler, il y a des tas de zones, en particulier sur la marge sud-Irlande et autres, où il y a énormément de sédiments, et jusqu'à la Bretagne, où il y a énormément de sédiments, parce que c'est d'origine glaciaire, l'érosion des calottes au nord. À ma connaissance, on n'a pas cartographié il y a des tas de radiales qui existent, mais on n'en a jamais sorti des modèles de quelle zone pourrait s'effondrer avec un tremblement de telle force dans telle zone. Et ça, c'est une question que je pose au CHOM, parce que pour l'instant, je pense que c'est quand même le CHOM c'est de la compétence du CHOM, un truc comme ça, non? Ou est-ce que vous ne regardez pas le sédiment? Si, vous regardez le sédiment aussi. Là, c'est une question en dehors de ma zone de confort et de zone de compétence. Mais néanmoins, quelques réalités. On connaît mieux la surface de la Lune que les fonds marins. Il y a moins de 5% des fonds marins qui ont été cartographiés. Ensuite, quand on veut faire des campagnes de voir les sédiments qui se trouvent au fond de la mer, il faut arrêter les porteurs, ce qui coûte énormément d'argent. Et ça me ramène
un échange que j'ai pu avoir avec les personnes en responsabilité du service sédimentologique au Chaume qui, à la découverte de données anciennes, étaient stupéfaits de voir toute cette richesse en disant que ça pourrait peut-être alimenter les bases de données qu'on a. On a des bases qui sont extrêmement riches, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, arrêter un porteur, ça n'a pas qu'on ait tout l'équipage à l'arrêt pour faire le carottage. Aujourd'hui, on préfère plus faire tracer le navire et faire de la bathymétrie pour justement abonder dans cette méconnaissance des fonds marins où on connaît très peu d'éléments, quoi. Mais en fait, tous ces bateaux qui partent sonographiques, là, qui partent de Brest, ils ont tous leur 3,5 kg en route, là, qui pénètrent 30 ou 40 mètres de sédiments et qui cartographient tout le long de leur chemin. Et ces données-là, en fait, elles ne sont pas intégrées pour en faire des bases pour dire attention, ça vaut le coup de retourner sur cette zone-là parce qu'il y a l'air d'y avoir vraiment un gros paquet de sédiments vraiment en bordure de pente. Et ça aurait peut-être le coup de... Donc, je pense qu'effectivement, il y a du boulot à faire derrière, quoi. Bien, merci Laurent, merci à tous les deux d'ailleurs.